Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sans Filtre, l'émission politique de la semaine, enregistrée depuis le Cercle des Parèges, toujours en partenariat avec Orange, la maison Bianchi et notre partenaire audiovisuel YVN. Une émission aujourd'hui spéciale consacrée aux municipales au lendemain du deuxième tour. Et pour débriefer ces élections quasiment à chaud, nous accueillons Philippe Poirier. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Luxembourg, fin connaisseur du tissu politique mosellan. D'ailleurs, nous étions ensemble hier soir en direct de la préfecture sur le plateau de Moselle TV et de la semaine pour commenter les résultats. Ce matin, place à l'analyse, Philippe Poirier, pour tirer les enseignements de ces élections au niveau local et national et aussi dessiner quelques perspectives d'avenir. Tout d'abord, Philippe Poirier, peut-être premier enseignement de ces municipales, et j'allais dire toujours le même, les Français votent de moins en moins. Oui, c'est un problème structurel désormais et systématique, à l'exception des législatives de juillet 2024. C'est un problème très important parce que jusqu'alors, la démocratie locale, soit au niveau des municipales, voire des départementales, tenait encore plutôt bon. Bien sûr, il y avait eu l'incident du Covid, mais c'était une élection en 2020 spécifique. Municipale de 2020. Voilà, tout à fait. Et avec donc, un taux de participation assez bas. Plus bas que ce qu'on nous a connu hier et il y a 10 jours désormais. Alors, cette abstention structurelle peut s'expliquer de 3 manières. La première, c'est que nos sociétés démocratiques ont toujours connu une indifférenciation de certains citoyens vis-à-vis du politique. Mais cette indifférenciation n'était jamais majoritaire parce qu'il y avait des grands partis ou des grands récits politiques qui structuraient la société. Les plus anciens d'entre nous se souviendront qu'il y avait le gaullisme, le socialisme, le communisme et la démocratie chrétienne, pour ne citer que quelques des familles. Ces grands récits ont disparu, et donc une partie de la société française, comme d'ailleurs dans d'autres pays européens, s'est libérée du politique d'une certaine manière. Donc on n'embarque plus les concitoyens. On n'embarque plus les citoyens ni dans les réalisations de proximité au niveau de la commune, ni dans les grands projets ou les grandes mobilisations comme on pouvait le faire jusqu'au milieu des années 80. C'est le premier facteur. Premier facteur. Le deuxième facteur, c'est beaucoup d'électeurs et d'électrices ont été sans doute désarçonnés par les modifications électorales, notamment dans les plus petites communes et dans un département comme la Moselle, ne l'oublions pas, il y a encore beaucoup de petites. Donc la fin du panachage. La fin du panachage a sans doute désarçonné ceci. Et puis il y a une troisième chose, c'est que des citoyens sentent bien que le politique, la gouvernance, les décisions ne se font plus forcément à certains niveaux et que cela se passe à d'autres. Et donc, ils vont se mobiliser selon les élections désormais phares en France, qui sont d'abord et avant tout la présidentielle, et ensuite les législatives qui confirment ou qui infirment la majorité présidentielle. Donc les communales, les départementales et les régionales, eh bien, s'affaissent progressivement, alors que elle tenait. Et n'oublions pas, notre République, celle qui a été fondée par la Troisième République surtout, s'est construite d'abord par les municipales, d'abord par les communes. Et donc, c'est une transformation majeure de notre système politique. Si la démocratie locale n'est plus le lieu de référence de la citoyenneté, alors cela appellera aux décideurs qui ont été élus hier soir d'autres moyens pour inclure, élargir et retrouver une source de légitimité supplémentaire par rapport au seul fait de l'élection. Donc ça va être un des enjeux des années qui viennent. Toujours sur la participation, en Moselle, la Moselle toujours mauvais élève en termes de participation, parce qu'on est aussi encore en deçà de la moyenne nationale, et en 2026, donc nous sommes au même niveau que 2020, et loin derrière les municipales de 2014. Oui, c'est assez intéressant d'ailleurs la Moselle, parce que autrefois la Moselle était un département où l'on votait beaucoup. C'était l'inverse. La Moselle était au-dessus et largement de la moyenne nationale. Là aussi, parce qu'il y avait un encadrement de la société par les partis, par les syndicats, par la mobilisation des thèmes économiques et sociaux. Ce très mauvais résultat, c'est un très mauvais résultat. C'est d'abord le premier enseignement des élections d'hier soir et du premier tour. L'abstention. Que faire de cette abstention en Moselle? Et elle touche, vous voyez, toutes les communes, que ce soit des
communes où il y avait des enjeux. Par exemple, s'il y avait un duel entre le Rassemblement national et les diverses droites, ça aurait pu mobiliser beaucoup plus. Alors, c'était le cas, par exemple, à Amnéville, on reviendra sur Amnéville tout à l'heure, mais je crois qu'il y avait 62% de participation. Ça reste quand même... Mais ça reste minoritaire sur l'ensemble du paysage. Et puis, les petites communes, on en a parlé, mais aussi dans une ville de Metz, où même si Monsieur Grosdidier a été élu de manière majoritaire, et c'est un fait très important, parce que ça n'était pas arrivé depuis une trentaine d'années, si ma mémoire est bonne, mais c'est un fait très important. Alors comment cette abstention est liée à la Moselle? Il faut aussi ne pas négliger le fait que beaucoup de Mosellans ont eu une mobilité interne au département de la Moselle. Ils ont aussi une mobilité par rapport au travail. Certains vont dans la journée travailler au Luxembourg ou à Paris ou ailleurs encore. Donc le lien de référence à la commune, à la municipalité, n'est plus du tout le même qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc c'est aussi une clé. La mobilité par le travail, la mobilité de déplacement, de location, d'achat de maisons, d'appartements, etc., est beaucoup plus forte qu'il y a 30 ans. Et cela explique donc, j'insiste beaucoup, sur cette distanciation vis-à-vis de l'enjeu de la gestion de la commune et de sa gouvernance. Alors donc, premier enseignement, cette distanciation, l'abstention assez forte. Deuxième enseignement de ces municipales, c'est une prime au sortant assez forte, notamment au premier tour, avec donc de nombreux maires élus au premier tour, parfois sans concurrence. Alors pour se rafraîchir un peu la mémoire, je vais en citer quelques-uns, les principaux élus au premier tour: Jean-Luc Baul à Montigny, Julien Fréburger à Mézières-les-Messes, Thierry Horry à Marly, Cédric Goutte à Voipy, Armel Chaban à Bouzonville, Michel Lipgott à Famec, Patrick Cabat pour Talange, Rémi Dick à Florange, Lionel Fournier à Rombat. En Meurthe-et-Moselle également, on a eu François Werner à Villers-les-Nancy, Christophe Chauzereau à Maxéville ou Henri Lemoine à Pont-à-Mousson. C'est cette prime au sortant qu'on va voir aussi dans les grandes villes. Est-ce que cela signifie que les Français avaient besoin un peu de rassurance? C'est-à-dire ils se sont tournés vers des élus qu'ils connaissaient bien dans un contexte peut-être un peu compliqué. Ça montre aussi que être élu, c'est devenu une profession, en fin de compte. La professionnalisation de la politique. La professionnalisation, ce ne sont plus des hommes ou des femmes politiques, ce sont des gestionnaires. Et donc beaucoup de ces maires et mairesses, si on peut utiliser l'expression en français, sont devenus des gestionnaires. Et donc leurs administrés, je dis bien leurs administrés et pas leurs citoyens, ont un rapport de client à service. Et donc si le service est correctement assuré et professionnalisé, eh bien il n'y a aucune difficulté à se faire réélire dès le premier tour, quelle que soit d'ailleurs son appartenance politique. N'oublions jamais aussi que les municipales, c'est le lieu de la désaffiliation de l'identité politique. On le voit de moins en moins d'élus ont des étiquettes d'ailleurs. Oui, mais d'abord les électeurs se désaffilient de leur vote national. Des électeurs de centre-gauche peuvent très bien voter pour des élus de droite, et inversement dans certaines communes. Et puis vous voyez, ce qui était frappant en Moselle, comme d'ailleurs dans d'autres départements lorrains, c'est justement cette identité politique floue que on présentait les listes. Alors bien entendu, on colle divers droites, c'est classique, mais il y avait beaucoup de listes qui étaient dénommées par le ministère de l'Intérieur divers. C'est un record du nombre de listes divers. Alors divers, derrière des divers se dissimulaient en réalité des divers droites ou des divers gauches, hein, mais il y a aussi un phénomène de listes départisanes, transpartisanes, ou les fameuses listes citoyennes et civiques. Et donc ça, c'est un phénomène à suivre. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur et les préfectures marchent sur les œufs quant à la dénomination de toutes ces listes-là. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur les partis qui n'arrivent plus à embarquer les citoyens, mais aussi les candidats qui eux-mêmes ne se rattachent plus clairement à une famille politique clairement identifiée. Nous avons moins d'affiliation vis-à-vis des partis politiques. Nous avons des cadres de plus en plus professionnels qui sont des gestionnaires d'administration locale, et suivant leur capacité ou leurs compétences et leur bilan, ils sont élus ou réélus. Et puis, nous avons un corps électoral qui est touché par une distanciation, une indifférence, sauf
certaines parties du corps électoral qui se sont manifestées d'une autre manière hier soir et il y a 10 jours. Vous pensez au Rassemblement national, Oui. j'imagine, parce que là on est à contrario. Voilà, l'étiquette Rassemblement national qui est clairement revendiquée. Et c'est peut-être le troisième enseignement de ces municipales, avec un parti d'extrême droite qui continue de se renforcer, de renforcer ses positions, même si on n'a pas eu de raz-de-marée, que ce soit au niveau national ou au niveau local, mais il y a quand même plusieurs villes qui ont basculé dans les bras, j'allais dire, du Rassemblement national. On a beaucoup dans le sud de la France. Chez nous, évidemment, il y a eu déjà d'une part la confirmation à Hayange, avec le maire qui a été élu au premier tour, et surtout, donc Saint-Avold, avec Hervé Simon, et Amnéville, avec Grégoire Laloux, et même Briey, enfin le Val de Briey, la surprise en Meurthe-et-Moselle, la sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui bascule. Donc avant de voir ces cas particuliers, quelle est, vous, votre lecture sur cet enracinement progressif du Rassemblement national dans ces municipales? Alors pour le feu Front National et l'actuel Rassemblement national, l'élection municipale est la plus difficile. Parce que les élections municipales, c'est aussi le lien de proximité, le lien de la notabilité. Et l'ex-Front National et aujourd'hui le Rassemblement national n'avaient pas, ou dans très peu d'endroits, des notables. La seule ville où il avait remporté une ville de plus de 10 000 habitants au milieu des années 90, avant 95, c'était Saint-Gilles dans le Gard, mais c'était un notable de droite, Monsieur de Chambrun, qui s'était rallié à l'époque au Front National. Donc c'est une élection structurelle la plus difficile pour cette famille politique. Mais la performance est tout de même remarquable depuis hier soir, puisque en 1995, le Front National de l'époque avait réussi à avoir environ 1400 conseillers municipaux sur toute la France. C'était son record. Hier soir, dans un décompte rapide, il y en a plus de 3400 conseillers municipaux et une progression très importante dans les villes moyennes, soit dans les sous-préfectures, dans les villes de plus de 20 000 habitants. Il possédait moins de 20 villes de plus de 20 000 habitants. Il en frôle ce matin 50 villes de plus de 20 000. Et alors on va le voir tout de suite dans la Moselle, mais son expansion, elle est certes dans ces bastions historiques forts ou devenus forts, le sud-ouest de la France, le nord Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, Picardie, mais aussi on voit une progression de gains de ville dans le sud-ouest de la France, dans le centre de la France, une ville comme Vierzon. Vierzon, eh bien, est passée à cette alliance-là, et même dans l'ouest de la France, puisqu'ils ont décroché, par exemple, la ville de La Flèche dans la Sarthe, où il y avait un Prytanée militaire, ceux qui se souviennent de cela, eh bien, donc c'est un signe d'un enracinement local qui aura des conséquences, alors, dans certains départements, pour les sénatoriales de Évidemment, septembre, ouais. puisque dans les Alpes-Maritimes, dans les Bouches-du-Rhône et dans plusieurs départements, jusqu'à, je crois, l'Indre, il y a toute la liste de 1 jusqu'à 36, ce sont les départements renouvelables. Cela étant dit, le Rassemblement national a une difficulté qui reste majeure, c'est-à-dire il est très très faible, voire inexistant dans certaines métropoles régionales. Et donc, on voit bien que le vote du Rassemblement national, c'est l'expression, comme l'a rappelé un géographe et un de mes collègues, Guilty et Jérôme Fourquet, c'est l'expression de deux France. Deux France cohabitent désormais. Une France dans les métropoles, qui est intéressée par certaines questions économiques, sociales et environnementales, et puis une France plus rurale, plus de villes moyennes. Ce n'est pas péjoratif de dire cela. C'est une distinction sociologique classique qui est aussi percutés par les questions économiques et sociales, mais qui ne construit pas leur rapport à la politique de la même manière que les gens qui habitent dans Nancy-Centre ou dans Metz-Centre. C'est le cas, cette différence, c'est le cas à Nancy, voilà, où le Rassemblement national est inexistant et où Mathieu Klein a été réélu assez facilement. Idem à Metz, où là, le candidat du Rassemblement national est certes
la première force d'opposition. On y reviendra, on détaillera un peu ses scores, mais ne parvient pas à performer d'une manière. Avec à côté donc des villes plus moyennes, quand même des villes ouvrières. Ce ne sont pas des villes, ce sont pas évidemment des villes rurales, mais en tout cas, c'est des villes de intermédiaires où le Rassemblement national peut plus facilement s'implanter et où, en tout cas, c'est le cas pour Briey dans d'autres villes, l'implantation était déjà passée par les législatives. Tout à fait. En Moselle, on a 4 députés RN, en Meurthe-et-Moselle 2, et c'est souvent sur ces terrains-là qu'arrive à s'enraciner. C'est justement pourquoi il faut noter la dynamique électorale. Le Rassemblement national, notamment en Moselle, mais dans d'autres départements, a réussi ce qu'on appelle le phénomène de la cascade, c'est-à-dire plusieurs sièges de députés plutôt solides. C'était des députés, ce sont des députés qui sont relativement jeunes par rapport au reste du personnel politique lorrain dans certaines circonscriptions. Et là, ils ont réussi à un phénomène de cascade dans certaines des communes mosellanes ou au-delà lorraines. C'est très classique en réalité en sciences politiques. Nous, pour les plus anciens d'entre nous, n'oubliez pas les élections municipales de 1977 où il y avait des tout jeunes candidats du Parti socialiste qui ont gagné quelques villes et puis ensuite ils ont gagné des législatives en 78 et puis après il y a eu un phénomène de cascade dans l'ensemble de la France et dans beaucoup de régions qui étaient jusqu'alors rétives au Parti socialiste et de manière générale à l'Union des gauches. Donc on assiste à un phénomène identique. Reste à savoir si le Rassemblement national, même s'il a désormais quelques alliés un petit peu à sa droite encore et un petit peu vers le centre droit, eh bien reste à savoir s'il est capable par sa force électorale de construire des coalitions. Et ça, on le voit très bien au municipal. Ça n'a pas fonctionné dans toutes les communes. Est-ce qu'on risque de le voir au troisième tour, j'allais dire, des municipales, au moment des élections de la présidence des intercos? Vous pensez que alors dans certaines intercos, ça va être intéressant d'abord de voir la force du RN au-delà des municipalités qu'il a gagnées, parce que dans des communes où il y a eu que des listes uniques, il y a certainement des élus qui sont proches en réalité de des idées, mais qui n'avaient pas l'étiquette. Voilà, et qui peuvent voter aux intercos. Alors bien entendu, dans le cadre de la Moselle, mis à part peut-être celle d'Amnéville qui forme, il n'y a aucune possibilité que le RN remporte une interco. Mais ce sera un moment de comptage, de savoir qui est proche, au-delà de ceux qui ont été encartés et se sont présentés sur des listes identifiables, Rassemblement national. Nous aurons certainement quelques surprises. Je reviens sur ce phénomène de cascade qui est très intéressant que vous décrivez. C'est typiquement ce qui s'est passé à Saint-Avold avec un député, Alexandre Loubet, qui est sur secteur, qui a un Rassemblement national, jeune député, trentenaire, qui a fortement pesé sur cette élection. Il était d'ailleurs 3e sur la liste du nouveau maire. Donc là, la Moselle-Est, c'est vraiment la stratégie telle que vous la décrivez. Oui, c'est une stratégie classique pour tout parti politique, mais n'oublions pas que Monsieur Loubet est aussi un personnage très important au niveau du Rassemblement national. Au niveau national, c'est l'un des bras droits les plus proches de Jordan Bardella, et donc c'est une sorte de professionnalisation des cadres politiques du RN, comme connaissent les autres partis politiques. Et c'est un phénomène à Saint-Avold. N'oublions pas aussi que dans la Moselle de l'Est, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a eu aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que les notables ou des jeunes élus du centre droit et de droite, non seulement ont endigué la vague RN, mais l'ont emporté très facilement. Alexandre Cassaro à Forbach. Par exemple, à Forbach. Même s'il avait été battu aux législatives. Oui, voilà. Donc, on voit bien la dissociation du vote à ce moment-là. C'est-à-dire, dans certaines communes, lorsqu'une personnalité est reconnue comme professionnelle, compétente par ses élus ou ses administrés, eh bien, on lui fait plus confiance qu'au vote Rassemblement national. Par contre, dès qu'arrive la nationalisation du politique, eh bien, le même électorat qui a voté Cassaro à Forbach
aura voté et votera sans doute pour le député, pour le candidat RN ou le député RN sortant. Voilà, on peut donc effectivement toutes les digues n'ont pas sauté en Moselle-Est. On peut citer Sarreguemines où le maire Marc Zingraf de droite a été réélu face au député RN de la circonscription et assez facilement Pascal Jeft. Creusval, ça s'est joué d'un cheveu, mais Salvatore Fioretto remporte la mairie face au RN Xavier Cerveau. Forbach, on l'a dit. Boulet, Styrin-Vadel, qui était aussi dans le collimateur, si je puis dire, du Rassemblement national, voilà, reste à droite et ne bascule pas. Un petit point sur Amnéville. Donc, on sait que le contexte amnévillois était très particulier, avec un maire au premier tour qui est arrivé, je crois, en 3e position, Éric Munier, donc Grégoire Laloux, parachuté, élu RN, jeune élu RN de Metz, parachuté sur Amnéville qui virait en tête. Derrière, 3 listes, donc, dont celle du maire d'hiver droite, qui étaient en difficulté et qui ont décidé, alors qu'ils se sont déjà copieusement, pas insultés, mais copieusement tiraillés durant la campagne, c'était pas l'amour fou entre eux, et qui ont finalement décidé de fusionner, sous l'influence, il faut le dire, du président du département, Patrick Weiten, le département qui a des enjeux sur Amnéville, évidemment, on pourra y revenir. Les 3 têtes de liste, donc Éric Meunier, Xavier Dieudonné et Emmanuel Holst, ont fusionné, mais ont décidé de se positionner en fin de liste pour laisser la tête de liste à Danielle Calcari-Jean, une femme conseillère départementale, pour faire le barrage, donc, dans un duel à Grégoire Laloux. Et là, les Amnévillois n'ont pas suivi. Comme quoi l'addition des voix dans un deuxième tour en politique n'est pas automatique, et surtout on ne peut pas toujours, on ne dicte pas aux électeurs ce qu'ils veulent faire. Non, c'est un exemple très intéressant, Amnéville. Pourquoi? D'abord, Amnéville a toujours été une commune particulière dans le département de Moselle. Pour les plus anciens d'entre nous, ils se souviendront qu'elle a été très marquée par le docteur Kiefer, qui lui-même était positionné parmi les plus à droite des élus de Moselle dans les années 80. Il a flirté un petit peu avec le FN à l'époque. Voilà. Premier point. Deuxième point, comme vous l'avez rappelé, on ne peut jamais additionner les votes d'un premier tour. Ce n'est pas automatique, parce que l'électeur est souverain de son vote. Et d'autant plus que, ayant suivi et essayant de comprendre, comme vous l'avez rappelé, ce n'était ni l'amour, mais même plutôt une guerre civile, verbale, larvée entre les différentes listes. Et donc, l'électeur ou l'électrice parfois aime aussi la clarté. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Amnéville n'est pas une commune en transition économique. C'est bien au contraire une vitrine économique d'un certain type de développement. Et là, ça montre bien que le Rassemblement national, lorsqu'il présente des candidats très professionnels, comme M. Laloux, peut l'emporter, y compris dans des territoires qui ne lui étaient pas favorables, puisqu'il passe là d'un vote protestataire dans certaines zones en transition, ou délaissé, ou se sentant délaissé, à un vote dans une commune qui est une vitrine du développement économique et touristique de la Moselle et bien au-delà. Donc là, on a affaire à un deuxième type de vote Rassemblement national, mobilisé par un cadre qui est sans doute très professionnalisé. D'ailleurs, c'est un militant depuis toujours, depuis tout jeune. Je crois qu'il est rentré à 18 ans. Oui, voilà. Donc, vous voyez, tous les cadres RN, ce n'est plus les cadres, entre guillemets, du Front National comme il y a 20 ou 30 ans. Ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes, souvent aussi diplômés, qui investissent. Et là, nous avons ce cas-là. Et puis, il y a un autre phénomène à Amnéville intéressant à révéler. C'est que, vous voyez, la mobilisation supérieure départementale n'a pas suffi à emporter les électeurs pour voter pour ces listes d'union et de fusion. Et là, ça montre bien que, par moment, par cycle électoraux, le système de gouvernance d'un département, d'un territoire, commence à s'éroder, y compris dans ses points forts. Alors, ce n'est qu'une commune parmi d'autres. Attention, ne tirons pas en disant que le système mis en place par le centre droit et la droite mosellane est en train de s'effondrer. La preuve,
Au contraire, leurs municipalités ont plus que tenu, ils ont été renouvelés et ont beaucoup de cadres professionnels. Mais ça montre la pluralité désormais de l'offre politique sur les mêmes territoires par des élus qui sont autant professionnels ou le deviennent au Rassemblement national que ceux qui étaient au centre droit. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé hier soir à l'émission que nous avons partagée ensemble, c'est la réaction du président du conseil départemental. Il s'avère que, étant désormais un vieux professeur, j'ai tout de suite compris, ou de moi ça m'a sauté aux yeux de nouveau, que désormais il prenait l'état des lieux des forces. L'état des forces a définitivement changé en Moselle, et le président du conseil départemental connaît suffisamment son territoire pour bien comprendre, et que le virage a été fait hier soir sur le plateau, au soir des deuxièmes tours, parce que il a compris que désormais, une sociologie électorale, à cette sociologie électorale s'additionnaient des nouveaux cadres. Et des nouveaux cadres, il va falloir gérer au sein de la communauté des communes des rapports entre Amnéville et le département, notamment par cette importance économique et de l'industrie touristique que nous connaissons bien et que j'espère que tout le monde apprécie. Donc ça va être un des enjeux, en tout cas pour Patrick Verheyen, effectivement, de devoir cohabiter, pratiquement, voilà, on peut dire partage de la une gouvernance cohabitation, sur certains territoires. On sait l'impact, enfin en tout cas l'investissement du département via la SPL Destination Amnéville, toute cette zone, sur toute cette zone de loisirs, et on est voilà curieux de savoir comment ça va pouvoir se passer. C'est aussi un enjeu pour les élus du Rassemblement national, parce qu'ils vont être très scrutés et très observés. Le feu Front National en 1995, les expériences municipales n'avaient pas été très bonnes, voire même catastrophiques dans certaines communes, sauf une commune, mais c'était une commune parmi l'exception du naufrage. Tandis que là, les Lorrains, les Mosellans vont scruter comment sont gérées ces communes là. Et ce n'est pas le phénomène unique d'Hayange, parce que là, il y a aussi un micro-phénomène avec un score stratosphérique au premier tour, etc. Mais là, on a plusieurs communes, et dont une, Amnéville, qui est une commune du développement économique, donc ça va être très scruté. Et sa capacité à travailler et aussi à travailler avec, à sa capacité, à sa relation. avec, On va voir si le Rassemblement national devient un parti de la protestation électorale à un parti de la gestion. Et qui dit gestion dit possibilité aussi de s'ouvrir et de comprendre certains enjeux et peut-être même de le repositionner sur certaines questions de gouvernance économique ou de questions économiques. Il faut suivre Amnéville ne pas en faire l'alpha et l'oméga de la politique mosane, mais il faudra bien observer comment les différents acteurs se positionnent, se coordonnent, s'affrontent ou travaillent pour le bien des Mosellans. Avant de s'attarder sur Metz et Thionville, on n'a pas parlé beaucoup de la gauche encore, qui n'a pas disparu, parce que voilà, on a cité tout à l'heure Michel Lipgott à Famec ou Lionel Fournier par exemple à Rambach. Pour autant, on a pu cette gauche triomphale qui était au municipal, qui était celle des années 2006, 2007, 2014. C'est un retrait très fort de la gauche. C'est sans doute, je n'ai pas eu le temps de contrôler ça cette nuit, mais je crois que c'est le pire score de toutes les gauches dans l'histoire politique de la Moselle depuis 1945. Donc là, ce n'est pas simplement conditionné à des lieux communaux, à des listes, à une cacophonie à Metz. C'est aussi une incapacité structurelle des partis ou des mouvements de gauche à mobiliser un électorat. On parlait tout de suite de l'abstention. Parmi les abstentionnistes, il y a beaucoup d'électeurs qui ont des sensibilités des gauches et qui ne sont pas allés voter ni au premier tour, ni au deuxième tour. Et donc là, c'est à la fois, j'allais dire, très préoccupant pour les mouvements et les partis de gauche, parce que ils sont quasiment rayés de la carte après avoir eu des mauvaises législatives aussi, même si après il y a eu des ralliements, ils ont récupéré un siège. Mais bref, donc, mais en même temps, ça les invite à travailler et à s'adresser à qui?
aux abstentionnistes, qui sont certainement en grande partie des gens qui ont des sensibilités sur les questions environnementales, sur les questions de la qualité de vie, sur les questions aussi de la lutte des inégalités sociales, mais pas dans la logique nationale comme le fait le Rassemblement national. Donc il y a tout un travail. Mais depuis hier soir, ce n'est pas le malade imaginaire de Molière. C'est vraiment un malade et il ne faut pas de médecin malgré lui qui le tuerait définitivement. Mais le malade peut être restauré, peut être travaillé ici comme ailleurs, dans d'autres départements lorrains. Alors, qui est le leader aujourd'hui de la gauche? Est-ce que c'est l'extrême gauche? Est-ce que c'est LFI ou est-ce que c'est le PS? Aux yeux des concitoyens, aux yeux des électeurs. Alors, dans les élections, la gauche, c'est quoi? Oui, Staline disait du pape combien de divisions. Ouais, eh bien, la gauche a plusieurs divisions, mais qui ne jouent plus forcément dans la même division, ni la première division, ni dans la deuxième division. Alors, le scrutin d'hier soir est très intéressant. Parce que, d'une part, on a vu des dynamiques très perturbantes et très difficiles pour la gauche, puisqu'elles perdent bon nombre de villes qui avaient été gagnées en 77, notamment, particulièrement dans l'ouest de la France. Saint-Brieuc, Brest, Cherbourg ont été reprises par le centre droit ou la droite. Elle perd aussi des fiefs historiques de la gauche qui étaient depuis plus d'un siècle. Limoges, Clermont-Ferrand, Vierzon, etc. Elles ne parviennent pas à conquérir des villes malgré sur le papier, là aussi, par exemple à Toulouse, Monsieur Moudingue a empêché que la gauche l'emporte, alors que sur le papier, il devait être largement même battu. Alors pourquoi ces échecs et parfois des dynamiques, notamment dans certaines villes, et puis l'arbre qui cache la forêt, Paris, Lyon, Marseille. Et puis et Marseille. Alors là, cela dépend des régions, cela dépend des histoires locales des gauches. Dès qu'à partir du moment où vous avez une gauche social-démocrate et un centre-gauche fonctionnel, professionnel, eh bien, il n'a pas fait d'alliance avec le LFI dans certaines régions et il a été réélu, voire même a gagné des villes comme Agen, par exemple. En revanche, dès qu'il y a des zones de forte concurrence entre les deux gauches, qui se sont alliés ou qui ne se sont pas alliés, il perd beaucoup à ce moment. Le Parti socialiste, je parle toujours du Parti socialiste. Alors, est-ce que ces gauches sont conciliables ou irréconciliables? C'est toute la question. Et on a bien vu que le Parti socialiste a été incapable de gérer entre le premier tour et le deuxième tour les alliances ou pas avec la France insoumise. Et inversement, la France insoumise se retrouve dans la situation qu'était le Front National dans les années 90. C'est un pôle attractif électoral. Parce que la France insoumise, non seulement a réussi à faire des alliances de nouveau municipales, et donc, comme le Rassemblement a gagné des centaines d'élus dans les conseils municipaux, mais il a aussi gagné des villes, à Vaux-en-Velin, notamment, en Seine-Saint-Denis, et au premier ou au deuxième tour. Mais, l'astre, la France insoumise, qui attire beaucoup de votants, ou mobilise, se trouve de plus en plus isolé dans la contestation. C'est lié aussi à son leader, à Jean-Luc Mélenchon, qui est. C'est pas simplement lié à son leader, c'est aussi les corps électoraux sociologiques qui sont différents. Nous avons des électorats très différents, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs ou les mêmes rapports. Ce qui faisait la force de la gauche dans les années 70 et 80. Bien entendu, les plus anciens d'entre nous se souviendront du programme commun, ce fut si difficile, entre le Parti socialiste et le Parti communiste de l'époque, et les émergés. Mais il y avait quand même sur certains principes une transcendance de la gauche, communiste, socialiste ou radicale. Aujourd'hui, ces gauches ne se parlent pas ou n'ont plus le même langage, ou au-delà des personnalités, c'est vraiment un problème de cohésion de valeurs, de projet et de composition des électorats. Alors là, c'est une question très importante. Alors, dans la perspective des présidentielles, pour les gauches, eh bien, il y aura deux tentations. La première tentation, c'est justement de mettre à l'écart totalement la France insoumise et de se rapprocher ou de reconstituer une sorte de centre-gauche
centre, d'autant plus si le RN arrive définitivement à régler la question d'une certaine droite conservatrice. Et de l'autre côté, eh bien, la France insoumise avec Jean-Luc Mélenchon va avoir tendance pour se positionner et mobiliser un électorat qui ne s'est pas mobilisé pour lui dans les grandes périphéries toujours et qu'il détient en réalité, de radicaliser son discours. Donc on peut avoir une radicalisation d'une gauche on aurait dit dans le langage de sciences politiques anarcho-syndicaliste ou révolutionnaire, comme représente une radicalisation, et au contraire une appel à la modération, voire à une sorte de néocentrisme de gauche basé sur d'autres valeurs que ce que nous avons pu rencontrer. C'est un enjeu formidable pour la gauche. Mais c'est un enjeu formidable pour le fonctionnement entier du système politique. Alors on verra si on a encore un peu de temps pour parler du national tout à l'heure. On n'a pas parlé beaucoup de Thionville, ou pas du tout, de Thionville et de Metz. Thionville, alors pas de grande surprise, hein, Pierre Cuny est réélu avec 45% des voix. C'était dans une quadrangulaire. Votre analyse sur Thionville, c'est une logique vu l'électorat, vu aussi le profil sociologique de la ville? Voilà une ville aussi très intéressante, Thionville dans son évolution sociologique, puisque et ancien bastion communiste. Oui, tout à fait. 80, et là, 70, c'est une ville qui est désormais fortement ancrée au centre droit, voire à droite, hein, puisque le deuxième arrivant était lui aussi divers droite, avec sans doute plus à droite un type d'électorat derrière cela. Mais donc c'est une ville et c'est la sociologie électorale de la ville qui a changé dans son développement économique, qui fait que ça n'enlève pas les mérites de Monsieur Cuny, certainement, qui est même s'il est médecin, si ma mémoire est bonne, c'est il est devenu professionnel de la politique, donc c'est un maire gestionnaire, donc il a été réélu, donc c'est intéressant. Vous voyez, transformation de la sociologie de la ville, plus aussi ce rapport sans doute qui joue y compris dans la mobilité du travail entre les frontaliers qui habitent Thionville et le rapport au Luxembourg. Cela doit jouer aussi dans certaines comparaisons de gestion. Et quant à Metz, la performance est quand même si l'abstention est aussi très forte, plus de 50%, pour François Grosdidier. La performance est quand même très importante pour le maire sortant, parce que c'est jamais facile de gérer une grande ville, même si on a une assise électorale, même si on a des relais, etc. Alors, comment vous expliquez cette très belle performance au plébiscite, c'est plus de 50%, derrière avec 3 listes face à lui quand même. Avec 3 listes, plus au premier tour, mais avec une abstention très forte, et c'est d'autant plus curieux parce que justement la cacophonie des listes de gauche au premier tour, ou même moi je ne m'y retrouvais pas, moi dans la capacité de comprendre de la chose, la logique a fait que symboliquement hier soir, c'est le RN qui est devenu la deuxième force et qui vont marteler ça pendant des semaines et des mois et des mois et des mois. Donc alors que la ville de Metz a un vrai potentiel pour les gauches. Pas simplement du passé, d'aujourd'hui. Donc la performance de Monsieur Grosdidier est d'autant plus intéressante qu'une ville n'est jamais, une grande ville comme ça est toujours difficile à gérer, et on peut toujours avoir des couacs dans les élections, mais en plus, la cacophonie de gauche a sans doute démobilisé un électorat de gauche, une abstention forte, et puis cette capacité qu'a eu le maire quand même à faire le très grand arc. Oui, parce que il va du centre, j'allais dire même du centre gauche dans sa liste, jusqu'à les frontières de la droite de la droite. D'ailleurs, les plus anciens sont Monsieur Grosdidier, dans sa jeunesse, était beaucoup plus à droite qu'il ne l'est aujourd'hui dans son positionnement. Mais donc il a fait cet arc, il a fait l'union des centres et l'union des droites sans le dire, dans un climat de professionnalisation de la gestion de la ville, qui avait été entamé par Monsieur Gros pour le Parti socialiste avant, bien entendu. Mais voilà, tous les ingrédients de la sociologie du politique de la commune se retrouvent dans Metz, avec, et j'insiste là-dessus, cette incapacité
des structures de gauche mobiliser leur électorat, Alors, qui leur a coûté très cher hier soir. Justement, si on regarde au nombre de voix, on a un peu moins voté que par rapport à 2020, mais si on regarde au nombre de voix, François Grosdier avait fait 10 001 voix en 2020. Là, il fait 5 000 de plus, il fait 15 000 voix, donc une augmentation de pratiquement 50%. Donc, Oui. il a réussi. Alors, à qui a-t-il pris ces voix? Si on regarde, en fait, le RN a augmenté un peu, il est passé en gros de 2500 à 5 000 voix. 50%. Voilà, 50 voix. À noter que, c'est important pour le RN, Monsieur Honstedt fait globalement le score de Madame Grollet en 2014. Tout à fait. Ce qui veut dire que le RN n'est pas, même si c'est la première force d'opposition, en nombre de voix, voilà, il n'y a pas une grande progression. Et c'est le PS, la gauche, qui stagne. Parce que voilà, Xavier Bouvet avait fait 9800 voix en 2020 et c'est en gros le score, si on additionne le score des deux candidats, enfin des deux dernières listes à gauche. Oui, mais je parle des potentiels électeurs qui n'ont pas été capables de mobiliser. Parce que lorsqu'on regarde les résultats des autres scrutins, la gauche est beaucoup plus forte, ou les gauches sont beaucoup plus fortes que ce qu'ils nous ont eu hier soir. Donc ça doit interpeller leurs dirigeants, leurs structures, les associations qui sont autour d'elles, les partis. On en parlait tout de suite, le malade n'est pas qu'imaginaire, il est bien malade. Avant de passer la parole à la salle et peut-être des questions, on va se projeter un peu sur le national. Donc évidemment, avec la perspective, dans un an maintenant, tous les regards se tournent vers la présidentielle, avec ce duel qui a annoncé Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Marine Le Pen, si elle peut postuler. À la lecture, quels sont les enseignements pour vous, pour cette présidentielle, les enseignements de ces municipales? Le jeu est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense. Et je le dis pourquoi. D'abord, il y a justement cet inconnu. Qui sera le candidat du Rassemblement national? Ça peut jouer vraiment Oui, parce que ce sont pas... Parce que selon les sondages, a priori, même Jean Bardella est même annoncé plus haut que Marine Le Pen. Par mon expérience professionnelle, si nous avions au même moment cru et définitivement les sondages qui prévoyaient, ce serait M. Édouard Balladur qui aurait été élu président de la République, ça aurait été M. Alain Juppé qui aurait été élu président de la République. Donc, je pense que c'est cas-là. Donc, le jeu est beaucoup plus ouvert parce que, d'une part, nous ne savons pas qui est le candidat du Rassemblement national et les dynamiques de mobilisation, l'incarnation d'une campagne présidentielle, cela joue beaucoup. Et l'incarnation politique de M. Bardella, comme celle de Mme Le Pen, même si ils affichent une certaine bonne entente et une bonne collaboration, ce qui serait un phénomène historique dans le système politique français. Les amis de 30 ans, là, c'est pas les amis de 30 ans, c'est les amis de 10 ans. Les vrais tickets, ça n'a jamais trop fonctionné. Oui, on se souvient jusqu'à Chirac, Mitterrand, Rocard, tout ça n'a jamais pas bien fonctionné. Mais là, donc, ce n'est pas la même incarnation, ce n'est pas la même mobilisation. Et là, il faudra attendre début juillet, puisque le jugement à la Cour d'appel, je crois, est début juillet. Deuxième inconnu, bien, est-ce que le centre droit et la droite est capable d'avoir une candidature commune et qui mobilise l'ensemble des sensibilités de la droite et du centre droit? Il ne faudrait pas croire que les LR, UDI, centre droit, centristes, qui ont eu des bons résultats au municipal hier soir, pensent que c'est la réalité électorale de la présidentielle. Donc, c'est Édouard Philippe, typiquement, qui est réélu facilement. Oui, mais il n'est pas au centre de la galaxie des centres droits et des droits. Il n'est que l'un des centres, enfin l'un des points de référence. Donc ça, c'est vraiment une question. Et là aussi, dans l'histoire politique de la droite et du centre droit, le combat pour remporter le leadership, d'être le candidat, va être terrible dans les prochains mois, et ça va commencer aujourd'hui, comme par hasard, jusqu'au mois de juillet. Parce qu'il faudra se positionner par rapport au candidat ou à la candidate du RN. Ça, c'est un point. On vient d'en parler. Quelle sera la situation des gauches par rapport au municipal? On voit que il y a des points d'appui forts à Paris, à Marseille, d'une certaine manière à Lyon et dans d'autres villes comme Nantes, etc. Mais
la gauche est désarticulée par ces tensions originelles désormais et identitaires entre la gauche social-démocrate, libérale, européenne, si on peut dire, sans que le terme soit péjoratif pour les gens de gauche qui nous écoutent ou qui nous regardent. Il y a une gauche, ça existe, la gauche libérale européenne, ça existe, mais bon. Passons. Et puis cette gauche plus radicale, ou d'ailleurs, vous voyez, un point intéressant, on n'en a pas parlé, le très mauvais score des écologistes. Alors, ils avaient gagné beaucoup de villes en 2020, un peu par effet de surprise et effet des mobilisations autour du climat. Mais le Parti vert lui-même est très divisé. Certains sont à la fois dans la radicalisation et une feuille de cigarette les sépare de LFI, alors que d'autres sont dans la logique gestionnaire de centre-gauche, etc. Et donc là aussi, c'est les municipales avec les bons scores dans certaines villes de gauche ne doivent pas faire oublier cette tension. Et puis, j'insiste beaucoup, si l'astre Mélenchon et son parti est fort et encore du potentiel électoral, cela ne veut pas dire qu'il ne va réussir à se qualifier pour le deuxième tour. Donc, c'est beaucoup plus ouvert. On sait toutefois que dès que le RN aura son candidat, il est vrai que la discipline de ce parti, la dynamique électorale, devrait vraisemblablement quand même, sauf accident, et là ça serait un accident majeur qui lui porterait même fatal, le RN est condamné cette fois-ci à être qualifié pour le deuxième tour. S'il ne parvient pas à se qualifier, il y aura une crise absolue dans ce parti, etc. Donc, dès qu'il y aura une clarification, alors là, il y aura une force d'attraction, mais les autres vont se déterminer par celle ou celui qui porte le RN. Et vous remarquez aussi que hier, au deuxième tour, comme pendant les deux tours, le macronisme. Oui, on en voilà, parle plus. C'est bon. Il y a eu la dissolution de 2024. Tout le monde a compris que l'acte avait été déjà signé pour l'emmener aux soins des palliatifs. Là, le macronisme, et ce n'est pas les victoires d'Annecy qui est présenté ou de Bordeaux. C'est le centre droit qui a gagné. Annecy a toujours été une ville de centre droit, même terre démocrate chrétienne. Il y avait autrefois Monsieur Bosson qui était député maire à Bordeaux. Ça a toujours été une terre de centre droit. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. Donc non, le macronisme et on le voit même ici. Voilà, Ludovic Mendes, candidat à Metz, qui a été liquidé. Excusez-moi l'expression. Au passage de l'autre député qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, Belkir Beladad, qui est donc on va revenir dans une logique dans une logique aussi qui reflète les grands schismes de la société française. Les grands schismes à la fois territoriales, les grandes métropoles et le reste du pays, les grands schismes par rapport à la question de la croissance économique et du développement durable et de la transition énergétique, etc. Les grands schismes par rapport à la politique énergétique, on voit bien autour du nucléaire ou des formes renouvelées d'énergie. Le grand schisme par rapport à comment résorber les inégalités sociales qui se sont creusées dans notre pays. Ce sont les enquêtes de l'INSEE. Comment est-ce que c'est la voie par de nouveau un fort État-providence ou au contraire un État protecteur national au sein du Rassemblement national? Des grands schismes aussi par rapport à la vie institutionnelle. Une gauche comme celle de Monsieur Mélenchon veut une 6e République avec une sorte de république plébiscitaire d'une certaine manière, un césaro-gauchisme, si je peux employer cette expression-là, avec au contraire une volonté de persévérer dans certaines formes institutionnelles de la 5e République. Donc vous voyez, nous avons des schismes dans notre société et c'est ça qui s'est articulé aussi. Et qui montre cet archipel ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Cette nuit, j'ai encore plus travaillé que d'habitude pour essayer de comprendre certaines des réalités sans y parvenir tout à fait. En tout cas, vous nous avez bien éclairé ce matin. Je vous remercie Philippe Poirier pour ces analyses à chaud au lendemain du deuxième tour des municipales. On a quelques minutes pour passer la parole au public s'il y a des questions. Ouais. Alors, un micro qui va circuler.
Bonjour, je suis Jean Poulaillon, je suis chef d'entreprise. Moi, ce qui me frappe dans vos commentaires que j'ai trouvé extrêmement pertinents, merci beaucoup pour votre intervention. Je vois que vous connaissez, vous maîtrisez bien l'univers politique français dans toutes ces communes, y compris reculées en province. J'aime pas le mot dans les territoires comme on entend à tout bout de champ. Non, moi j'ai une question pour vous, c'est qu'on n'entend jamais parler de l'économie, ou très peu. Pour autant, la politique influe énormément sur l'économie, et que l'économie a un vrai sens pour pouvoir donner davantage de moyens pour les électeurs à l'arrivée. Donc, pourquoi cette ignorance du fait économique qui est un fait qui, je crois, est déterminant et qui permet au demeurant aussi de payer les politiques, hein. Vous avez d'ailleurs remarqué que nous, politologues, journalistes et autres, nous nous sommes concentrés, et aussi les politiques, sur les histoires d'alliances, de fusions, etc. Et que malheureusement, l'attention n'a pas été portée sur les vrais enjeux au niveau des municipales. Et l'un de ces enjeux, c'est le développement économique. Et ça c'est clair. Alors là, c'est un problème qui est d'abord et avant tout des acteurs politiques eux-mêmes. Vous voyez, la professionnalisation du politique a des avantages très importants pour la connaissance des dossiers, pour la relation avec l'administré, hein, mais ça a aussi un désavantage. C'est-à-dire que parfois, cela crée deux sphères, la sphère entre la politeia et la sphère entre l'oikos. C'est vieux comme le monde, c'était déjà dans l'œuvre d'Aristote. Or, aujourd'hui, l'oikos, l'économie, n'est pas au centre des préoccupations, des programmes, des projets du politique, parce que certains savent très bien qu'ils ont perdu les moyens d'agir. Donc, il faut repenser le niveau de la gouvernance politique par rapport à l'état réel de l'économie. Il y a une deuxième chose, et là, c'est un phénomène, moi qui suis d'abord et avant tout, je vous remercie de me qualifier de bon connaisseur de la France profonde, moi je suis avant tout un professeur de politique comparée. Donc je compare les autres systèmes politiques en Europe notamment. Eh bien là, on voit une très grande différence, rien qu'avec les États limitrophes de la Lorraine, le Luxembourg, l'Allemagne ou la Belgique. Les élus belges et luxembourgeois et allemands ont certes beaucoup de défauts aussi ou des faiblesses, mais ils sont beaucoup plus en lien avec leur milieu économique dans certaines... Ça ne veut pas dire que tous les élus français ne le sont pas. Mais là, il y a vraiment une distanciation entre monde économique et monde politique. Et puis, là, c'est un problème plus structurel. Il s'avère que je fais partie du haut commissaire de l'évaluation du ministère de l'Enseignement supérieur en France. Donc, on évalue les programmes des universités, etc. Et là, je dois vous dire que les bras m'en tombent et même les jambes. Le niveau d'instruction, de connaissance, de diffusion des questions économiques, de la science économique, ou même des enjeux quelles que soient les formules de développement économique, hein, ce n'est pas qu'un seul, il n'est pas bon, voire même catastrophique dans l'enseignement supérieur. Et donc, il faut vraiment reprendre cette question-là, parce que vous qui êtes entrepreneur, eh bien, vous voyez bien que c'est une question fondamentale et que tous les Françaises et Français, ils veulent avoir leur maison, leur appartement, vivre une vie décente à travers un travail, un développement, etc. Quelles que soient les formes. Ça ne veut pas dire que c'est un développement productiviste comme on l'a connu à fond dans les années 50 ou 60, ce qui était à une époque du développement économique. Et donc là, c'est vraiment, oui, vous soulignez un problème, et que malheureusement, les campagnes municipales, et d'ailleurs les législatives, n'avaient pas été aussi un moment pour discuter des orientations économiques et du pays. Alors, espérons, je ne sais pas à quel saint me vouer ou à d'autres référents, si vous voulez, mais espérons que la présidentielle soit aussi un moment où des questions économiques se posent sur la table. Parce que si elles ne sont pas posées, eh bien, de toute façon, elles nous reviendront beaucoup plus fortement. Et
n'oublions pas aussi, là ça n'a pas joué pour les municipales, mais l'actualité internationale, le réenchissement, le coût cher de l'énergie lié à la guerre en Iran, le gaz, le pétrole, ça va peser dans la question économique et du pouvoir d'achat aussi. Donc s'il n'y a pas de réponse, eh bien on peut avoir des... Là nous avons une partie de la population. Moi qui suis de l'ouest de la France, je prends toujours cette image. Je suis de la baie du Mont-Saint-Michel. Vous voyez, la mer se retire très doucement, très loin. Mais de temps en temps, il y a des très grandes marées. Donc là, la mer s'est retirée. Nous ne savons pas quelle sera la grande marée, mais elle sera certainement construite, notamment sur qui apportera des solutions ou des alternatives ou des projets dans le domaine économique. Merci. Mais c'est aussi peut-être aux entreprises, aux syndicats, de se mobiliser encore plus dans la sphère politique. C'est aussi, ça ne peut pas venir que des politiques. Il faut que la sphère socio-économique soit plus mobilisée. Et elle s'est mobilisée à Toulouse, me semble-t-il. Le patronat a beaucoup mobilisé à Toulouse. Merci Philippe Poirier. Une autre question, oui, Dominique Gouraud. Merci pour cette très belle interview. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport au phénomène présidentiel. On a un président de la République qui a été élu sur sa personnalité d'une façon magistrale, en ratissant tout le pays, et qui a été réélu. Et on s'aperçoit que on ne pense qu'à la prochaine élection présidentielle, et ces municipales montrent tout simplement que son influence est quasi nulle sur le pays. C'est-à-dire, au bout du compte, presque zéro. Hein, qui se revendique du macronisme dans une municipalité quelque part? Alors moi, je voudrais poser la question, quel est le fond politique du pays? Où se trouve-t-il? Est-ce que la présidentielle a été... le système présidentiel tel qu'il a été institué avec cette élection au suffrage universel va vraiment permettre de poser les vraies questions? Et je vais même faire une incidence dans ma question. Moi, j'estime que le seul moment où on a vraiment entendu parler du fond du sujet, s'agissant de la difficulté de la France à boucler ses affaires et son budget, c'est récemment à l'Assemblée nationale. C'est pas à l'occasion d'une présidentielle qu'on a parlé de choses sérieuses. Et les gens se sont dit, oh, c'est casse-pied, ils s'engueulent à l'Assemblée nationale. C'est le seul endroit où, pour ma part, j'ai entendu des gens parler du fond, parler du déficit, parler de la façon de le combler, parler de façon dont on allait boucler la sécurité sociale, le budget social, etc. Moi, je me pose la question de savoir si on n'est pas dépouillé du débat à force de miser sur des élections où on élit des personnes. Alors, pour l'élection de M. Macron en 2017, avec d'autres collègues, nous étions très rares, nous avons même écrit un livre en commun, à considérer que l'élection de M. Macron était révélateur, en fin de compte, d'une crise de la représentation. M. Macron, c'est un autre versant que M. Mélenchon ou que Mme Le Pen. Et donc, forcément, cette crise de la représentation et la solution macronienne, je ne juge pas du fond des politiques qui ont été menées depuis 2017. Je parle bien de l'articulation, représentation vis-à-vis des représentants, n'a pas trouvé par la suite d'enracinement local, justement parce que c'était une solution quasi plébiscitaire par le centre, qui aurait pu très bien être par la gauche ou par l'extrême droite. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'élection présidentielle en France et son articulation avec les élections législatives. Il est clair que pour notre respiration démocratique, l'élection présidentielle écrase tout, et depuis très longtemps, d'ailleurs, tous les partis politiques, y compris le vôtre, s'étaient transformés d'une certaine manière, à un moment donné, en écurie pour choisir son candidat présidentiel, avec des luttes titanesques au sein des congrès du Parti socialiste, non pas sur le programme, mais pour savoir quel candidat allait réussir à s'imposer pour l'élection présidentielle. Je prends le cas de votre parti, mais c'est valable pour les autres. Donc ça, c'est clair qu'il y a une désarticulation dans le sérieux, le travail, l'inclusion des vraies questions économiques, sociales, environnementales au moment de la présidentielle.
Mais il y a un troisième temps, et même si je suis titulaire d'une chaire de recherche en études parlementaires, même si vous avez raison, la question fondamentale, et on l'oublie très souvent, qu'est-ce que le Parlement ? Le Parlement, c'est simplement pour contrôler l'impôt et donc le budget, définir les grandes orientations, etc. Malheureusement, nous avons en France, comme d'ailleurs dans d'autres démocraties, ce qu'on appelle la déparlementarisation. C'est-à-dire qu'on a abaissé les ressources, les temps, le travail parlementaire par la structure politico-administrative sur lequel s'appuie le président ou la présidente si un jour elle est élue. Donc ça, c'est un vrai problème dans notre démocratie. Mais même si après avoir dit cela, les Français et les Françaises ont pris goût à la présidentielle. Et il sera très, très, très difficile d'imposer une réforme constitutionnelle en disant que, par exemple, on se remettrait à élire le président de la République à travers, par exemple, un grand collège d'électeurs. Le parti qui présenterait ceci dans son programme politique se ferait, entre guillemets, massacrer électoralement. Les Français et les Françaises sont attachés parce que notre Ve République est née sous une forme d'ambiguïté. Elle est née sous la forme de l'ambiguïté au sens que il nous fallait avoir un gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement rationalisé, plus efficace que ce qui avait été prévu dans la 4e ou dans la fin de la 3e République. Donc on a donné beaucoup de moyens à l'administration, au gouvernement, et l'ambiguïté est née de l'élection du général de Gaulle. Le père fondateur de la Ve République a donné un tel régime fonctionnel et fonctionnaliste, mais très lié à une personnalité hors du commun, qu'il y a ce fait que les Français sont toujours en attente, non pas du général de Gaulle, mais d'un homme ou d'une femme providentielle. C'est une longue tradition de la politique française qui a renforcé la Ve République. Souvenons-nous, prenons différents aspects des présidentielles. Par exemple, François Mitterrand apparaissait, et même aujourd'hui, il apparaît a posteriori comme un homme providentiel pour la gauche. Et historiquement, il est reconstruit comme un grand président parce qu'il incarnait totalement la fonction, quitte à liquider d'ailleurs Michel Rocard et compagnie pendant sa présidence. Regardez comment les différents présidents, Macron ou Sarkozy avait écrasé son poste de Premier ministre. Fillon a été Premier ministre pendant 5 ans, mais il était écrasé par le président Qu'est-ce qu'a fait Macron? Vous avez vu le nombre de premiers ministres qui sont passés? Donc il y a vraiment cette sensation chez les Français d'un côté qu'ils veulent toujours élire leur monarque, quitte à s'en plaindre et à le défaire très rapidement. Et en même temps, le monarque s'appuie sur une transformation moderne de la politique qui donne le pouvoir presque essentiellement au gouvernement, aux agences gouvernementales, à l'administration, au détriment du Parlement. Tant que nous n'aurons pas rééquilibré déjà cette relation politico-administrative Parlement, alors nous ne parviendrons pas à parler ou difficilement de des questions les plus importantes qui touchent notre société. Merci Philippe Poirier. Voilà, vous nous donnez quelques clés pour appréhender cette nouvelle séquence qui s'ouvre à nous, celle des présidentielles, et qui, nul doute, va nous passionner. On peut applaudir. Merci. Merci, donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Sans Filtre. À bientôt.